Alors, Gilles Mailly, 50 ans après la mort de Frantz Fanon, il interroge toujours, et là on vient de voir la projection de ce film. Alors quel regard nous pouvons avoir de cette tête, de ce personnage, Frantz Fanon, de ce 21e siècle? 50 ans après, il y a cette projection de ce film, le regard nouveau que nous pouvons avoir sur ce documentaire. Quand moi j'avais décidé de faire le film, je pense pas qu'on parlait autant de Frantz Fanon. À tel point que même pour le produire, ça a été je crois, la bannière pour arriver à monter le financement. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, on est dans un lieu où il y a un hommage, on a l'impression que Fanon fait partie de notre quotidien, fait partie de nos lectures, fait partie de notre paysage médiatique, télévisuel, etc. C'est pas vrai. Je pense qu'ici on est dans la découverte et il y a dans l'étonnement, et les gens découvrent qu'un homme, ça, il y a 50 ans, avait déjà posé des questions qui se posent encore à nous aujourd'hui. Et donc je pense qu'on est dans la découverte, pas dans... On découvre Frantz Fanon aujourd'hui. Et dans ce documentaire, quelles sont les interrogations et ces découvertes, justement, je vais rebondir sur ce mot. Alors, est-ce qu'on est dans une découverte de la négritude de Frantz Fanon par rapport à Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor? Est-ce qu'on est aussi dans l'indépendance du néocolonialisme et de la postcoloniale, des influences par rapport aux États-Unis? Est-ce qu'on le voit dans ce documentaire? Alors, dans ce documentaire, on voit une multitude de facettes concernant ce monsieur Frantz Fanon. Moi, en faisant ce film, j'ai voulu d'abord essayer de comprendre quelle a été la sève qui a fait que Frantz Fanon est devenu Frantz Fanon. Donc je suis retourné chez lui, dans son enfance, dans ses amis qui l'ont connu quand ils étaient adolescents. Ils avaient Frantz Fanon, quand il est parti rejoindre les forces libres, il avait 17 ans, enfin à peine 17 ans. Donc c'est jeune, hein, je veux dire 17 ans aujourd'hui, on sait même pas ce qu'on va faire dans sa vie. Frantz Fanon part s'engager. Et donc j'ai voulu montrer de quoi il a été nourri, bon, tous ces philosophes qu'il lisait, l'enseignement qu'on donnait à l'époque, le contexte de l'époque. Donc on était en pleine guerre, donc on était à la période de Vichy qui débarque en Martinique, comme il s'appelle, l'amiral Robert qui arrive avec je me souviens plus du nom du bateau, avec l'ordre de la France. On embrigade les Antillais, on leur fait faire le défilé avec le salut nazi. Et Fanon avait les outils, puis en même temps il se posait des questions, parce que ça se posait déjà dans sa famille, parce que je pense qu'aux Antilles à l'époque, et je pense que ça continue, il y avait des différences de couleurs, tu es plus noir que moi, ou tu es ceci, ou t'es pas de la même mère, enfin bon, il y avait peut-être ce genre de débat. Mais je pense qu'il avait déjà commencé à dépasser ça, donc il s'intéressait à des grandes questions qui se posaient déjà à l'époque, et il s'engage. Et dans l'engagement, parce que il avait cette France, la mère patrie, la France généreuse, la France des philosophes, la France des Lumières, et il arrive sur le territoire pour défendre la France, et on fait une différence entre lui et un soldat blanc. Donc le soldat blanc a un calot d'une couleur et lui d'une autre couleur. Et les Africains qui venaient, déjà là, il se prend un choc, il se dit attends, moi je viens défendre une histoire en fin de compte qui me concerne pas, parce que celui qui est concerné le premier a déserté, n'est pas là, et en plus il fait une différence, c'est-à-dire même dans le combat de l'injustice, on continue l'injustice. Vous voyez, c'est... Et puis voilà, après la guerre, bon, c'est comme on disait tout à l'heure, ou dans le film, il est médaillé, il a une bourse, il retourne aux Antilles, il se recherche. Il y a la départementalisation qui arrive 45 avec Aimé Césaire, il soutient, il est pas d'accord, il repart en France, il fait des études. Bon, c'était quelqu'un qui était en permanent combat, en recherche. Est-ce qu'avec lui-même, il avait aussi cette dualité, puisqu'il travaillait sur la condition humaine, et en tant que médecin psychanalyste, est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas eu un renvoi de miroir de sa propre couleur de peau? Bon, écoutez, moi je ne l'ai pas côtoyé personnellement, mais les gens qui me disent, qui m'en parlent, comme le Père Céleste ou Péju, qui est un libraire à Lyon, qui l'ont connu à cette période, ils disent qu'il était dans une recherche, dans une interrogation, et je pense qu'il portait sa propre histoire, ses propres mots. Mais je pense qu'il est dépassé parce qu'il se donnait les moyens de les dépasser. Et par le travail, par l'engagement, et Fanon va avoir le plus grand engagement de sa vie, c'est quand même la guerre d'Algérie. Donc où il va, alors il arrive à l'hôpital de Joinville, à l'époque à Blida. Malgré qu'il n'avait pas envie d'aller en Algérie, sa première demande, ça a été d'aller au Sénégal, et Senghor lui a jamais répondu. Donc il y avait peut-être déjà encore une idée avec la négritude, avec sa problème de couleur de peau. Bon, il se retrouve en Algérie, il trouve un terrain
où l'injustice est là, la colonisation, l'aliénation, l'emprisonnement, le déni de l'autre, et il va s'opposer à l'autorité française, entre autres avec l'ACOS, et en plus au moment où il y a les pouvoirs, les votes, les pouvoirs spéciaux sont votés en 56 par toutes les tendances politiques. Donc c'est la répression en Algérie. Et lui, il dit, moi je cautionne pas ça. Et là, il va vraiment s'engager et rejoindre le GPRA à Tunis. Et il devient un militant de la cause algérienne, à part entière. À tel point qu'il va en devenir l'ambassadeur. Et son ambassadeur en Afrique. Mais là, justement, on va rester sur l'Algérie parce que je pense que lorsqu'on fait des études, les grands universitaires ne se sont pas arrêtés. Et je pense que dans votre documentaire, vous vous êtes arrêté sur l'Algérie. Alors, l'Algérie et Fanon, la relation de l'être, la condition humaine de l'Algérie à Fanon, ces Algériens, parce qu'il n'est pas du tout algérien. Et j'aimerais comprendre, moi, cette fusion, cette transcendance qu'il y a eu justement entre ce rapport humain, de cette condition humaine avec les Algériens. Est-ce qu'il n'était pas plus algérien que martiniquais à un moment de sa vie ? Oh, je pense pas qu'on peut. Enfin, moi, je sais pas. C'est difficile de parler rétrospectivement comme ça de quelqu'un. On est dans la. Oui, dans le documentaire, je montre qu'il a été intégré. C'est-à-dire, on a oublié parce qu'en Algérie, il y a des noirs, il y a toutes les couleurs, il y a tout le spectre des couleurs en Algérie. Donc, on se posait pas la question parce que c'était un Antillais et la révolution algérienne elle a été. Il y a beaucoup d'Antillais qui sont engagés auprès des Algériens. Ça, on l'oublie. Il y a beaucoup d'Antillais. D'ailleurs, il y avait le mouvement antillo-guyanais. Dans certains de ses chefs ont été perdus suite à un crash d'avion. Donc on ne sait pas ce que ça aurait pu donner les Antilles après si ces gens-là étaient pas morts. Mais je veux dire, il y a des gens comme Thésaurus, il y a des gens comme Boukman, qui vivent en Martinique ou en Guadeloupe, qui ont entendu l'appel à travers les papiers que faisait Frantz Fanon en direction des intellectuels de gauche, ou en tout cas les intellectuels en général français. Ils l'ont entendu et ont rejoint la cause algérienne. Donc les Algériens ne se posaient pas, ce qu'ils avaient besoin, c'est qu'ils avaient besoin d'une solidarité. Ils se posaient pas pourquoi un Tchèque vient m'aider, ou un Russe, ou même des Français. Il y avait des Français qui aidaient il y avait, on dit, les Arabes, les musulmans, les Juifs, il y a beaucoup de Juifs qui aidaient la cause algérienne. Donc à cette période-là, on se posait pas la question. Bon, après on dit, parce qu'il avait un passeport, il portait un nom à consonance arabe. Mais ça, c'est la guerre, c'est la clandestinité. Je veux dire, aujourd'hui, si j'avais besoin d'être clandestin, de vivre clandestinement, je vais porter un nom. Je vais me faire une fausse identité. Je vais m'appeler, je sais pas, Durand ou Simon ou de la planche, machin. Ça, c'est pour pouvoir faire face à l'oppression qu'il y avait à l'époque. Donc c'est pour pouvoir passer. Donc il fallait qu'il ait un statut. Et il avait un statut de diplomate. Et donc ça lui permettait de circuler. Je pense pas que Fanon se posait en se disant moi je suis algérien. Il y a des gens ils disent oui Fanon. Tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un qui disait un destin algérien. Parce que sa vie s'est arrêtée avec l'Algérie. Mais s'il n'était pas mort, rien ne dit que Fanon n'aurait pas fait autre chose. Il n'aurait pas été peut-être plus loin, encore plus bas, plus au sud. Vous avez anticipé sur ma question. Il aurait été vivant. Est-ce que Fanon serait devenu Fanon aujourd'hui dans sa vision Fanon rencontrait quand même les plus grands leaders africains à l'époque. C'était Lumumba pendant la conférence. Donc peut-être qu'il tout d'un coup il a trouvé son équilibre. Il s'est dit c'est peut-être là. Après que je sois antillais ou je reviens aux sources, il se posait peut-être pas la question comme ça. Enfin, je pense pas. Après, c'est les théories, c'est la subjectivité. Vous savez, il y a d'un livre à l'autre, on a un regard. Voilà. Moi, j'ai essayé plutôt, comme vous disiez au début, c'était plutôt d'expliquer quelle est la trajectoire qu'a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu, et comment et pourquoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a croisé. Et puis le resituer dans son époque. Voilà. Fanon, il n'a pas vécu en 2012, il a vécu dans les années 50, il fallait le resituer dans les années 50. Donc voilà ce qui se passait dans les années 50, et dans les années 40, il y avait la guerre, après il y a la guerre d'Algérie, il y avait le racisme, le noir était moins visible, moins accepté qu'aujourd'hui, c'était moins facile de faire des études, ou comme disait tout à l'heure un écrivain, il fallait le faire. Ils étaient une vingtaine d'écrivains noirs, ce qu'ils ont fait, et ils arrivaient à faire des congrès d'écrivains noirs. Il y avait une réflexion sur les littératures, c'est quand même pas mal. Voilà, alors je vais terminer avec vous. Il y a eu la dernière question, et je vous remercie beaucoup, cher. Il y a eu le rêve français, il y a eu le rêve d'Obama, I have a dream, il y a eu le rêve de Martin Luther King. Et quel est le rêve de ce révolutionnaire ?
Frantz Fanon? Oui. Bah, c'est quand, comme dit Janson l'explique très bien dans le film, le philosophe, c'est de retrouver l'humain. C'est qu'on se retrouve, on est des humains avant tout. Voilà. Après, le reste est secondaire. Si on arrive déjà à se voir comme ça, je pense qu'on aura fait un grand pas. L'humanité aura fait un grand pas. Merci, cher. Merci beaucoup. Merci. Depuis 2008, il y a une fondation Frantz Fanon. Elle s'est organisée sur les objets en fait de la pensée de Fanon. Donc il y a une partie sur la recherche pour l'ensemble des étudiants, des chercheurs qui travaillent, sachant qu'on a déposé un fonds des archives à l'IMEC, à l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine. Ensuite, il y a une partie psychiatrie pour toutes les personnes qui travaillent sur cette problématique-là, en lien avec ce qui a pu se faire à Blida, etc. Il y a une partie sur éducation populaire, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une forte demande de comprendre qui était Fanon, sa pensée, et pourquoi est-ce qu'elle semblait pertinente et actuelle aujourd'hui. Le premier séminaire d'éducation populaire qu'on a fait à propos de Fanon, ça a été en Haïti. Le mois de juin suivant le earthquake, comme on dit. Tremblement de terre. Tremblement de terre. Voilà, le tremblement de terre à l'université de Haïti, en partie par terre. Ensuite, on a une autre partie qui est la construction de solidarité, au regard justement de ce que Fanon a fait pour l'indépendance de l'Algérie, son investissement dans la lutte de libération. C'est orienté plutôt sur le concept de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et construction de solidarité à partir de ça. Et puis une réflexion donc aussi sur le racisme, évidemment, sur tous ces objets, enfin ces sujets de la pensée de Fanon qui sont tout à fait pertinents aujourd'hui. Donc ça nous oblige à travailler sur tous ces champs, sachant aussi des éléments, je trouve, intéressants du travail de Fanon, c'est d'avoir relié à la fois des champs de réflexion que sont la psychiatrie, le journalisme, l'engagement politique et le fait d'être ambassadeur itinérant, d'avoir toujours relié et lié tous ces champs dans lesquels il est intervenu sans jamais en avoir abandonné un au profit d'un autre. Ils étaient toujours en relation. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi d'assez spécifique chez lui. Tout comme il a aussi relié des lieux géographiques comme la Martinique, l'Afrique, l'Europe, sans jamais, tout compte fait, en abandonner un aussi au profit d'un autre. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on essaye de faire. Donc, ce qui explique que la fondation est en réseau. Il était impensable, en tout cas pour moi, il était absolument impensable que la fondation soit localisée uniquement en Europe. Donc la première chose, c'était d'obtenir le statut de fondation. On a pu l'obtenir très rapidement au Canada. Donc on a une adresse sociale au Canada, on a une adresse administrative à Paris pour des raisons, puisque les personnes du staff habitent Paris, pour des raisons de commodité dans l'immédiat. Et ensuite, on a une antenne à Bamako. On en a une à Niamey, on en a une à Calcutta, on en a à Port-au-Prince, on en a aux États-Unis, à New York aussi. Enfin bon, voilà, on fonctionne vraiment en réseau. C'est quelque chose de fondamental pour nous, de ne pas se contenter d'un regard et d'avoir ces fameux regards multiples et interrogations multiples que Fanon avait. Donc voilà, et on a un projet triennal qui concerne l'Afrique, la diaspora, la construction de la diaspora africaine, un travail sur les archives de Fanon et un travail aussi sur rencontrer Fanon, rencontrer Césaire. Guadeloupe, Martinique, vous en avez pas parlé lorsque je vous ai... Martinique, Guadeloupe, Martinique, non, c'est compliqué. Il y a une espèce de préemption du personnage de Fanon par les Martiniquais, c'est assez compliqué. Donc tout compte fait,
On a essayé de faire des choses, entre autres dans le cadre du 50e anniversaire. On a vraiment essayé de construire quelque chose avec la Martinique. C'était très compliqué, donc tout compte fait, on a abandonné. Il y a un cercle Frantz Fanon qui n'est pas très actif, qui est plutôt dans le mémoriel. Donc bon, moi je pense que c'est pas la peine d'aller à l'affrontement, ça n'a pas de sens. Et donc il faut laisser faire les choses et puis un jour certainement que ça s'arrangera autrement. Voilà. Un site, une adresse ? Oui, on a un site bien évidemment, donc c'est Frantz Fanon Foundation -fondationfrantzfanon.com. Et vous m'avez demandé quoi ? L'adresse ? Une adresse email ? Ah, une adresse postale, donc 58 rue Daguerre, Paris 14e. Et est-ce qu'on peut faire des dons ? Ah, tout à fait, sur le site, vous avez, et c'est même recommandé, car en définitive, on est soumis aux coupes drastiques des budgets aux organisations et on a des problèmes de fonctionnement comme tout le monde. Donc bien sûr, si on peut vivre, si on peut continuer à fonctionner, c'est bien parce que on reçoit des dons, quelques dons pour l'instant, pas suffisamment, mais donc il y a sur le site, vous avez sur la partie droite du site, soutenez la fondation, etc. Je voudrais juste vous rajouter quelque chose qui me semble important, c'est que cette année, nous avons toujours dans le cadre du 50e anniversaire de Fanon, mais surtout aussi peut-être plus dans le cadre du 50e anniversaire des indépendances. On a organisé avec la fondation Steve Biko d'Afrique du Sud, et la fondation Malcolm X, qui est aux États-Unis à New York, et la fondation Frantz Fanon, donc, qui a été à l'origine de ce projet. On a organisé un tour en France, où le fils de Steve Biko est venu, la fille de Malcolm X est venue, avec moi-même, et on a été dans les quartiers populaires, organisés avec le forum, le Front des quartiers populaires. Nous sommes allés à Lille, à Lyon, à Marseille et à Paris. Et c'était une rencontre, on a fait ça au mois de mai dernier, sur une semaine. Et c'était des rencontres très fortes en émotion, en questionnement, en curiosité, en demande de continuer dans le cadre de l'éducation populaire à venir là-bas. Et ça, c'est parce que on a pensé tous les trois, parce que c'est encore une idée que j'avais, j'ai toujours pensé qu'une fondation en soi, ça ne servait à rien. Ce qu'il faut... Il n'y a pas que Fanon qui a travaillé pour les indépendances. Il y a Kizerbo, il y a comment il s'appelle, Lumumba, il y a et bien d'autres. Il y a Nkrumah dans la partie la plus belle de sa vie. Il y a donc voilà. Et j'avais pensé que on était tous un peu dans les mêmes pas de ces personnes qui nous ont légué leurs pensées, leurs actions, et que ce qui était important, c'était de se rencontrer, de se mettre ensemble pour renforcer d'abord ce qu'on avait à dire, mais aussi renforcer nos possibilités. Et que c'était plus intéressant de faire une espèce de joint venture de l'ensemble de ces fondations pour être beaucoup plus fort. Et on a commencé en fait avec la fondation Biko et la fondation Malcolm X déjà à aller pour voir ce que ça pouvait donner, à aller rencontrer les personnes. Et donc c'est très prometteur et on se propose de faire la même chose en Afrique du Sud, puisque le centre Steve Biko va être ouvert en octobre prochain. Donc on va faire la même chose et on se propose de le faire aussi. Voilà, donc ça c'est une des premières choses qu'on a fait. On a fait une publication, un petit livre qui s'appelle Fanon par les textes de l'époque, qui a été fait avec l'association Sortir du colonialisme. Donc on a identifié quelques inédits aussi. Et là, on est en train de travailler avec les éditions La Découverte et de Trinity College Cambridge. On est en train de travailler sur les inédits de Fanon, parce qu'il y a quelques inédits, donc on est en train de travailler dessus. Voilà, c'est... Quel programme intéressant. Oui, alors, vous nous donnez rendez-vous quand, qu'on puisse vous suivre ? Écoutez, il y a un site, il y a pas mal d'informations dessus, il y a surtout des prises de position politiques que l'on prend, il y a des activités aussi, on n'a pas de grands rendez-vous là décidés pour l'instant, mais il est bien évident que si vous regardez le site régulièrement, vous aurez toutes les informations. Et c'était important cet hommage, enfin les 50 ans de Frantz Fanon dans ce festival Africa Jard.
Écoutez, oui, je pense, parce que c'est plutôt positif de voir qu'il y a un intérêt, au-delà de la curiosité, qu'il y a quand même un intérêt politique, conceptuel, de réfléchir sur ce qu'est Fanon. Est-ce qu'il est pertinent, pas pertinent? C'est des questions totalement légitimes, et je pense que la confrontation d'écrivains comme Gaston Kellmann, même s'il est dans le volubilisme, la faconde, toute bourguignonne, ou de Jeanne Baudet, ou de Alain Maboukou, je pense que c'est intéressant d'échanger avec des romanciers, avec des personnes aussi qui ont rencontré Fanon à des moments particuliers de leur vie, et qui semblent, enfin, ils sont imprégnés, en tout cas, de la pensée de Fanon. Après, qu'ils en fassent, que ce soit sur un plan littéraire ou autre, n'empêche que c'est quelque chose qui fait partie de leur vie. Donc je pense que c'est très intéressant, et c'était surprenant de voir la salle, enfin l'arbre se remplir au fur et à mesure, et avec des jeunes. C'était aussi ça qui était intéressant, c'est qu'il y avait des jeunes aussi. Donc je pense que c'est très bien qu'Africa Jard ait consacré, c'est presque une journée en fait. Il y a 2 films, lecture de poèmes, et cette rencontre, c'est très très bien. Quelle belle ouverture pour une nouvelle génération, une nouvelle époque. Voilà, absolument. Espérons qu'elle arrive. Et il est toujours pertinent, donc au travail, quoi. Merci. Merci beaucoup, Vanda. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Plus.